Donc c'est toujours un plaisir de parler de tout ça en français. Donc l'idée était de parler directement des produits, des deux nouveaux produits, donc SE2 et le Dermastem, disponibles au Québec. Bientôt, on aura ça aussi en Europe. Mais on m'a demandé de parler quand même pour les gens qui pouvaient comme ça nous joindre sur le webinaire et pour qui c'était la première fois qu'ils entendaient parler un petit peu de cette information-là. Donc de parler encore une fois un peu de ce que sont les cellules souches, tout ce processus naturel de réparation des tissus à travers des cellules souches. Donc passons à travers ça un tout petit peu, en résumé quand même, et puis ensuite on va pouvoir attaquer les produits comme tels. Avant de démarrer, qu'est-ce qu'une cellule souche? Une cellule souche, c'est une cellule qui est immortelle. Dans la moelle osseuse, elle est immortelle. Lorsqu'elle quitte la moelle osseuse pour aller vers les tissus, elle perd son immortalité. Elle a quand même une habilité quand même assez grande à se multiplier, mais avec une limite d'à peu près 50 générations. En fait, c'est des détails qui sont pas vraiment importants. Il faut savoir que quand on parle de vraiment immortel, ce sont les cellules souches qui sont dans la moelle osseuse. Elles n'ont aucune identité comme telle, en ce sens qu'elles sont primitives. Elles ont la capacité de devenir à peu près n'importe quel type de cellule. Et c'est ça un petit peu qui les rend assez spéciales, si je peux dire. Si on les compare, par exemple, pour bien comprendre ce que ça veut dire, si on les compare à d'autres types de cellules, on a les cellules, par exemple, du foie, du pancréas, de la peau, de la rétine, des muscles, du cœur. Chaque cellule a une fonction bien précise. Aucune cellule somatique va se transformer pour devenir un autre type de cellules. Donc, elles ont un rôle bien spécifique, une fonction bien spécifique. Cellules du pancréas, par exemple, vont faire de l'insuline. Cellules d'un muscle va se contracter. Donc, des fonctions bien précises. Et elles ne vont jamais se transformer en d'autres cellules et elles ne vont pas, du moins d'une façon importante. Parfois, elles le peuvent un peu, mais de façon générale, elles ne se multiplient pas. Donc, ce sont les cellules somatiques. Donc, de l'autre côté, on a cellules souches, des cellules qui peuvent se multiplier durant toute la vie d'un individu et des cellules qui ne sont rien. Leur potentiel, leur identité réelle, c'est dans leur capacité à se transformer en autre chose. On les voit dans deux endroits bien précis dans la nature, de façon générale, encore une fois, au niveau de l'embryon. Donc, ce qu'on voit ici à gauche, c'est un embryon qui s'appelle une blastule. Donc, c'est de 8 à 10 jours. C'est à peine la grosseur de la pointe d'une aiguille, et ce qu'on voit en jaune s'appelle la masse cellulaire interne, et c'est ça qui va donner lieu au développement du fœtus. La partie blanche va donner lieu au développement du placenta, et c'est ça donc qui va se développer justement dans un enfant jusqu'à la naissance. Au fur et à mesure du développement du fœtus, déjà on perd l'identité de cellules souches embryonnaires, on appelle ça des cellules souches fœtales, qui sont à peu près pas utilisées aujourd'hui en médecine à cause évidemment du contexte éthique de la chose. Et quand on s'approche du moment de la naissance, ce qu'on retrouve à toute fin pratique, ce sont des cellules souches adultes, qu'on retrouve dans le cordon ombilical, mais qui sont chez l'individu après la naissance, dans la moelle osseuse. De la moelle osseuse, elles peuvent s'en aller vers le sang. Du sang, elles peuvent migrer vers les tissus. Et on les retrouve également dans plusieurs tissus. Vous avez peut-être entendu parler dans les nouvelles, Internet, dans les journaux, des cellules souches, par exemple, qui peuvent venir de la peau, qui peuvent venir des tissus adipeux, cellules souches qui peuvent venir de la pulpe dentaire. Donc, il y a plusieurs sources comme ça de cellules souches adultes qui peuvent être utilisées. Donc, encore une fois, simplement pour mettre tout ça dans un contexte global. Quel est le rôle des cellules souches dans notre corps? Parce que c'est un peu ça, ici, l'essence du message. Alors, voilà un peu un diagramme, un dessin qui nous donne vraiment un petit peu un résumé de tout le processus. À chaque fois qu'il y a un problème dégénératif ou une blessure dans un tissu, de quelque nature que ce soit, c'est des études qui ont été bien démontrées, enfin bien étudiées, un fait qui a été bien étudié dans des études sur, par exemple, les conséquences d'une fracture d'un os, d'une brûlure de la peau, d'un arrêt cardiaque ou d'une embolie cérébrale. Dans ces cas-là, on peut bien, mais encore une fois, ça s'étend à n'importe quel type de blessure, on peut voir dans le sang l'apparition d'un composé bien particulier qui s'appelle le facteur de croissance des granulocytes. Je fais une traduction libre ici, peut-être que le terme technique en français est différent. Granulocyte Colony Stimulating Factor. C'est un composé bien connu en médecine pour justement provoquer la libération des cellules souches de la moelle osseuse. Si on veut, par exemple, prélever des cellules souches
chez un individu pour pouvoir les donner à quelqu'un d'autre ou se les donner à soi-même, donc une autogreffe. Donc on peut à ce moment-là, on va injecter chez l'individu du GCSF qui va provoquer une libération massive des cellules souches de moelle osseuse et on peut donc en récolter une grande quantité. Donc c'est un composé bien connu et qu'on retrouve comme ça dans les heures qui suivent une blessure. On le retrouve dans une concentration moindre quand on parle d'un processus dégénératif, mais on le retrouve quand même d'une façon plus élevée que chez un individu qui n'a pas de blessure, un individu sain. Donc, cette molécule s'en va au niveau de la moelle osseuse, provoque la libération de cellules souches de moelle osseuse, et là, dans les, je dirais, 24 heures suivant la blessure en question ou l'événement en question, on commence à voir une augmentation du nombre de cellules souches dans le sang, qui peut se rendre comme ça, encore une fois, je me réfère aux études qui ont été faites suite à une fracture d'un os, brûlure de la peau, arrêt cardiaque, embolie cérébrale. On parle d'une augmentation qui peut être de 3 à 9 fois le nombre, je parle ici du nombre de cellules souches en circulation dans le sang. Quand ces cellules souches circulent dans le sang, et elles ne savent pas où aller. Donc, leur façon pour détecter où aller, donc souvent je fais l'analogie en conférence, un peu rigolo, mais c'est un peu comme si on se disait, on met une tarte aux pommes directement du four quelque part dans la maison, et comment on peut faire pour la trouver? Eh bien, on marche, et puis on sent comme ça autour, et puis on peut détecter à l'odorat où est la tarte aux pommes. La cellule souche fait la même chose. Et elle est à l'aguet, si je peux dire, d'une molécule bien précise qui s'appelle le facteur stromal. En anglais, Stromal Derived Factor 1, d'où le sigle donc SDF1. Donc le facteur stromal est un composé libéré par des tissus endommagés. On le détecte dans le tissu et on le détecte aussi dans les capillaires qui irriguent la région affectée du tissu. C'est jusqu'à présent le seul composé connu pour pouvoir attirer les cellules souches. Et la façon dont ça fonctionne, c'est que le SDF1 est libéré, la cellule souche a un récepteur sur sa membrane, lorsque les deux se connectent, immédiatement, ça provoque l'externalisation de molécules d'adhésion sur la surface de la cellule souche et elle va aller s'agripper comme ça aux parois des capillaires. Et par la suite, si le phénomène continue, c'est-à-dire que si bien on détecte bien la présence du facteur stromal, ça déclenche toute une série de mécanismes où la cellule va libérer des enzymes qui vont les digérer, la jonction entre deux cellules épithéliales des capillaires, endothéliales des capillaires, et puis la cellule va donc traverser le capillaire pour s'en aller dans le tissu, et au contact du tissu endommagé, les cellules vont devenir des cellules du tissu en question. Donc c'est un phénomène, c'est un processus dans le corps qui est vraiment d'une beauté, c'est assez remarquable. Dans tout ça, l'élément le plus provocateur, si je peux dire, ou nouveau dans tout le concept, c'est la documentation ou cette idée qu'une cellule d'une certaine identité, donc la cellule souche de la moelle osseuse, ait cette capacité à devenir cellule d'un autre tissu. On sait déjà, à travers la médecine traditionnelle, que les cellules souches de la moelle osseuse ont déjà cette capacité à se transformer en cellules du sang. Ce sont les cellules précurseurs des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes sanguines, de façon générale. On sait aussi historiquement qu'elles ont quand même la capacité d'une certaine façon et jusqu'à une certaine limite à se transformer aussi en cellules des os, ligaments, un peu de tissu conjonctif, mais c'est historiquement, si je peux dire, leur limitation. Et là, ce qu'on découvre, c'est qu'effectivement, ce sont les précurseurs des cellules du sang, mais elles peuvent aussi se transformer en cellules d'à peu près tous les différents tissus du corps. Alors, comment on a découvert ça? Parce que des fois, on se pose la question, c'est une question très légitime, quelqu'un qui n'a pas, comme ça, vous parlez de ça à quelqu'un, et puis ce qui émerge comme ça dans l'esprit de quelqu'un donc de la rue qui ne connaît pas cette information-là, c'est de se dire, mais si le phénomène est si évident, pourquoi ça a pris tant de temps avant de pouvoir l'observer? On peut aller sur Mars, on peut aller filmer un cerveau vivant en utilisant les différents scanners et de se dire que avec toute cette technologie, on découvre quelque chose qui est si évident, si primordial, si je peux dire, dans la santé du corps, et on ne voit ça qu'aujourd'hui. Comment est-ce que ça se peut que ce soit comme ça? Et la réponse, en fait, c'est on retrouve la réponse dans la science, en fait. Parce que c'est un phénomène très, très, très courant en science. L'histoire de la science comme telle est j'allais dire, parsemée, mais en fait, elle est remplie de ces événements, de ces périodes pivots, si je peux dire, de ces découvertes charnières qui nous permettent donc la découverte
de choses tout à fait nouvelles. Par exemple, comment est-ce qu'on a découvert les bactéries? On a découvert les bactéries lorsqu'un marchand de textile, de tissu, a développé un microscope très rudimentaire, mais quand même avec une capacité de magnification très importante, 200 fois, avec une bonne résolution. Et là, un jour, bon, pour compter la densité de fils dans les tissus, et un jour, par curiosité, il met une goutte d'eau et il voit des petits animaux, si je peux dire, qui nagent comme ça dans la goutte d'eau. Il les dessine, il publie ses informations, d'autres répètent ses travaux, et là c'est confirmé, on a découvert la bactérie. On a ensuite découvert que ces bactéries ne sont pas simplement dans l'eau, elles sont à peu près partout où on regarde, et ensuite on découvre qu'en fait ce sont la cause de la tuberculose, du choléra, des pneumonies, en fait d'une source, d'une série de maladies à l'époque, et ça a complètement transformé notre façon de voir la santé et les maladies. Aujourd'hui, on peut dire que le monde dans lequel on vit est entièrement imprégné de ce concept d'asepsie, de ce concept de purification, de nettoyage, d'hygiène. C'est très important. Et ça vient de ces découvertes-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on a à peu près la même chose. On a développé un instrument qui a permis de faire les observations dont je vais parler dans quelques instants et qui a révélé tout ce dont on parle aujourd'hui et qui sera appelé, je pense, à complètement transformer la médecine. Et si on peut être encore ici dans 30-40 ans, je pense qu'on pourra regarder vers le passé et puis réaliser l'importance de ce dont on parle aujourd'hui. Donc cette découverte, c'est la protéine fluorescente verte qui est extraite d'une anémone. Et c'est une protéine qui est verte de façon spontanée, donc fluorescente de façon spontanée. Ce qui veut dire que, étant donné que c'est une protéine, c'est facile d'en extraire l'ADN, c'est facile d'injecter l'ADN dans le noyau d'une cellule souche. Donc, si j'ai une cellule souche avec l'ADN pour cette protéine fluorescente verte et que cette cellule souche se multiplie et au contact d'un tissu devient des cellules du tissu, on n'a qu'à utiliser une lampe fluorescente et ces cellules vont se mettre à briller vertes. Ce qui nous dit que ce sont des cellules, au départ, qui étaient des cellules souches. Parce que le problème ici, dans ce qu'on parle, c'est que la méthode traditionnelle pour identifier des cellules, c'est l'histologie. L'histologie consiste à mettre des cellules sur une lamelle de verre et on regarde au microscope et suivant la morphologie des cellules, la couleur des cellules, certaines caractéristiques comme la forme des noyaux, par exemple le nombre des noyaux dans certains types de cellules, ça nous permet d'identifier de quelles cellules on parle. Mais c'est sous un microscope. Alors, si on regarde une cellule, par exemple, du foie, c'est impossible de dire hier, cette cellule était une cellule souche. Tout ce qu'on voit, c'est une cellule du foie. Donc, cette transition est complètement invisible, mais elle devient visible si on a une façon on dit en anglais taguer, d'étiqueter, si je peux dire, la cellule. C'est le même phénomène, par exemple, si on se pose la question, comment est-ce qu'on a découvert que les oiseaux migrateurs pouvaient voler à des distances inimaginables auparavant? C'est avec le développement du GPS. On met un appareil de GPS sur l'oiseau, et là, on découvre facilement, c'est un jeu d'enfant, on peut voir les distances, mais vraiment dans le détail, tout le trajet d'un oiseau. C'est la même chose ici. On met le GPS de la cellule, c'est en fait le fait qu'elle est maintenant fluorescente. Donc si on injecte une cellule souche fluorescente qui devient une cellule du foie, on aura une cellule du foie fluorescente. Donc ça devient un jeu d'enfant, et c'est ce qu'on a fait. Donc les scientifiques ont irradié des souris, ce qui tue les cellules souches, injection de cellules souches fluorescentes. Et là, on fait une blessure à un muscle ici sur la diapositive, mais on peut faire des blessures comme on va voir à différents tissus. Et là, on observe le processus de réparation. Et au niveau du muscle, comme on peut voir, on voit ici le muscle 8 semaines après, complètement régénéré, mais avec des cellules qui sont vertes. Donc, régénéré à partir de cellules qui sont venues de la moelle osseuse. Si on provoque une blessure au niveau du cœur, donc un arrêt cardiaque, même chose, on voit la paroi ventriculaire remplie de cellules dérivées des cellules souches. Même chose au niveau de la peau, avec une brûlure de la peau, on voit même le développement de follicules pileux, donc tous les différents organelles de la peau, glandes sudoripares. Donc on parle ici vraiment, non pas d'un processus de cicatrisation avec du tissu cicatriciel, mais on parle vraiment d'une guérison, d'une réparation de la blessure et de la restructuration d'une peau tout à fait normale. Ensuite, la même chose se voit au niveau du rein, au niveau des poumons, au niveau du pancréas. On voit ici une cellule, donc je ne vous présenterai pas toutes les données aujourd'hui sur ça, mais c'est une cellule ici qui est en fait une cellule saine du pancréas qui produit de l'insuline. Donc avec cette même cellule qu'on voit ici, c'est des données qui ont été démontrées. Donc une cellule qui vient de la moelle osseuse, qui va dans le pancréas par elle-même et qui se met à produire de l'insuline.
Donc, une fois qu'on découvre tout ça, que les cellules souches de la moelle osseuse ont cette capacité de quitter la moelle osseuse, migrer vers des tissus et devenir des cellules des différents tissus, la grande question, c'est est-ce qu'on peut utiliser ce système et augmenter son potentiel, si je peux dire, dans le corps. C'est un peu comme lorsqu'on a découvert le système immunitaire, ou lorsqu'on pense au système immunitaire et son rôle dans le corps, on se dit est-ce qu'on peut augmenter ou assister le système immunitaire. Il y a plein de composés, de produits naturels, bien documentés, pour avoir un effet comme ça positif sur le système immunitaire. Alors lorsqu'on découvre comme ça le système naturel de réparation, la grande question c'est est-ce qu'on peut l'aider, est-ce qu'on peut le supporter dans le corps. Et la grande question, donc, c'est si on met plus de cellules souches en circulation dans le sang, ou si on en a plus dans le sang, est-ce qu'on ne va pas donc avoir plus de cellules souches disponibles à migrer dans les tissus, et on ne va pas augmenter comme ça ce processus de réparation des tissus de façon naturelle. C'est quelque chose qui a été démontré dans plusieurs études. Je parle de une de ces études ici, pour bien imager le concept, mais les conclusions sont supportées quand même par plusieurs études. Donc ici, c'est des médecins qui ont quantifié le nombre de cellules souches dans le sang de façon naturelle, aucune stimulation, dans le sang d'à peu près 500 individus à risque pour problèmes cardiovasculaires. Et pendant une année, on a observé n'importe quel problème cardiovasculaire. Et ce qu'on a vu, une année après, quand on a fait la corrélation statistique entre... est-ce que vous m'entendez toujours? Ah, je vois que c'était débloqué, c'est bon. Je m'assurais que tout le monde m'entend toujours bien. Parfait. OK. Donc, une année après, on a fait la corrélation entre problèmes cardiovasculaires et nombre de cellules souches en circulation dans le sang. Et la conclusion, comme je pense vous y attendez, c'est que le nombre de cellules souches dans le sang a été en fait un des meilleurs prédicteurs de la santé cardiovasculaire. Plus de cellules souches, meilleure santé cardiovasculaire, moins de cellules souches, plus grand risque ou plus grand voilà, risque d'expérimenter comme ça des problèmes cardiovasculaires. Et ça, c'est quelque chose qui a été documenté dans la littérature scientifique. Ça a été documenté pour une série d'autres problèmes comme ça de la santé. Donc, c'est pas simplement relié au cœur. Ce qui nous amène donc vers, je pense, des conclusions beaucoup plus globales, le contexte beaucoup plus global de tout ça. Ok, juste avant donc la conclusion, les cellules souches de la moelle osseuse constituent le système naturel de renouvellement du corps. Simplement supporter la libération de cellules souches de la moelle osseuse supporte le processus naturel de réparation et de renouvellement du corps, ce qui aide à maintenir une meilleure santé. Et tout ça nous amène enfin, en fait, vers une conclusion beaucoup plus grande qui est peut-être dans tout ce qu'on raconte aujourd'hui. Évidemment, cette information-là est vraiment intéressante, je pense, mais la conclusion de tout ça est ce qui m'apparaît, moi, être la grande découverte, la grande provocation de ce qu'on a aujourd'hui dans le monde de la santé. C'est le fait que on considère aujourd'hui que l'explication, j'allais dire la théorie, mais c'est plus qu'une théorie parce que c'est vraiment accepté, c'est tellement accepté qu'en fait, on n'en parle pas. C'est la chose de mise. Pas la notion, l'explication de la formation des maladies, la formation d'à peu près toutes les maladies dégénératives et la conséquence de la perte cellulaire. On perd des cellules qui font de l'insuline, par exemple, et on se retrouve avec le diabète. On perd les cellules qui font de la dopamine dans le cerveau, on se retrouve avec le Parkinson. Donc, chaque problème est relié à une perte cellulaire. Je reviens sur ça dans quelques instants. De l'autre côté, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a comme ça un renouvellement des tissus qui est constant. C'est des choses qui ont été découvertes dans des études faites avec des animaux, comme ce qu'on vient de parler, par exemple. On prend un animal qu'on irradie, on injecte des cellules souches fluorescentes, et là, on regarde l'animal un mois ou deux après, et on regarde comme ça à peu près tous les organes, tissus du corps, et on voit que chaque tissu va avoir incorporé un nombre de cellules du tissu qui sont fluorescentes. Donc, qui viennent donc de la moelle osseuse. Si on regarde le foie comme ça, on peut dire l'animal aura à peu près l'équivalent d'un nouveau foie après 2-3 ans. Un nouveau pancréas, à peu près 4 ans. Donc, j'ai ça ici juste un instant. Laissez-moi voir. Voilà, j'avais perdu un peu ma souris. Donc, nouvelle paroi intestinale à peu près tous les 5 jours. Nouveau foie tous les 2-3 ans. On a des nouveaux poumons tous les 4 ans. Une nouvelle peau comme ça à peu près tous les 2 mois. Le rythme varie. Hein? Un cœur tous les 15-20 ans, 25 ans. Le temps n'est pas vraiment ce qui est le plus capital ici. Un nouveau pancréas tous les 4 ans. C'est de comprendre qu'il y a une période de temps
plus ou moins définie pendant laquelle il y a ce processus de renouvellement. On le voit aussi chez les humains, c'est pas que chez les animaux. Ça s'est vu par exemple lorsque une femme qui a la leucémie par exemple, qui va à travers un traitement de radiation, qui va tuer comme ça toutes les cellules souches, et chez qui pour éliminer donc les cellules porteuses de la leucémie, et on va injecter des cellules d'un donneur compatible qui est mâle, donc dont les cellules ont le chromosome Y. Et là, quelques années après, si la dame meurt par exemple d'un arrêt cardiaque, d'un accident de voiture, peu importe, et on fait une autopsie, et on voit par exemple dans le cœur un certain nombre de cellules cardiaques avec le chromosome Y, des cellules du foie, des cellules du pancréas, des cellules de différents organes avec le chromosome Y. Sur la base de ces données, on peut tirer ces conclusions, justement, que les organes se renouvellent comme ça de façon constante, avec des périodes de temps différentes, mais quand même se renouvellent comme ça durant toute notre vie. Gardons ça à l'esprit et revenons sur ce que je disais juste avant. Chaque problème dégénératif est la conséquence d'une perte cellulaire. Je perds encore une fois l'insuline, j'ai le diabète. Je perds les cellules qui font la dopamine, j'ai le Parkinson. Je perds les cellules qui font T3, T4, j'ai de l'hypothyroïdie. Je perds les cellules de la rétine, j'ai de la dégénérescence maculaire. Je perds des cellules, vous voyez où j'en vais avec ça, où je vais avec ça. Toutes les maladies dégénératives, même des blessures. On parle d'un accident, par exemple, de la moelle épinière, et dont on devient paralysé. C'est une perte de cellules au niveau de la moelle épinière. Presque tous les problèmes sont la conséquence d'une perte cellulaire. Qu'est-ce qui fera qu'un individu va développer un problème plus qu'un autre avec l'âge? C'est en fait une série de facteurs qui sont le bagage génétique, les blessures passées, exposition à des toxines environnementales présentes ou passées, style de vie, alimentation, habilité à se reposer, à être capable de se reposer ou avoir le temps de pouvoir se reposer, stress physique, stress émotif ou notre habilité à gérer ces différents stress. Donc on peut dire que tout ce bagage d'éléments, si je peux dire, vraiment je dirais que c'est un peu une signature, c'est une empreinte pour chaque individu et qui va entraîner comme ça le développement de différents problèmes. On peut voir par exemple des individus d'une même famille avec un bagage génétique similaire et si on adopte des styles de vie complètement différents, on peut voir le développement de problèmes qui vont être différents. Donc, mais la génétique joue aussi une partie quand même importante, mais c'est pas tout. Il y a plein d'autres facteurs et à la fin, si on développe un diabète, tout ce que la médecine fait, c'est de nous donner de l'insuline. Si on développe un Parkinson, on nous donne du L-Dopa, le précurseur de la dopamine. Si on développe de l'hypothyroïdie, on nous donne des hormones de synthèse. Si on développe, peu importe le problème, on compense. C'est tout ce que la médecine fait. C'est pas une critique, c'est une conclusion, c'est une observation, c'est ce que la médecine fait. Alors, par contre, gardons ça à l'esprit. Revenons sur ce qu'on disait juste avant. On prend le diabète, par exemple. Si j'ai un pancréas à tous les 4 ans, ça veut dire qu'une personne qui aurait 40 ans, par exemple, aurait eu l'équivalent d'à peu près une dizaine de pancréas. Donc, cette personne a perdu son pancréas une dizaine de fois. Et pourtant, c'est une personne en santé qui n'a pas le diabète. Voyez-vous l'implication énorme, la conclusion de tout ça, dans un monde où on pense que le diabète est causé par la perte des cellules du pancréas, alors que tous ceux qui écoutent aujourd'hui, la majorité n'ont pas le diabète et on a tous perdu notre pancréas au moins une dizaine de fois. Alors ça entraîne la conclusion évidente que non, la formation des maladies n'est pas causée par la perte cellulaire, donc c'est causé par quoi? Ça entraîne donc tout cet autre aspect de cette équation de la santé, c'est-à-dire que la santé est un équilibre entre perte cellulaire et renouvellement des tissus, et si la perte cellulaire n'est pas la cause de la formation des maladies, tout pointe donc vers le renouvellement des tissus. Donc, on développe des problèmes lorsque le corps perd lentement sa capacité à renouveler les tissus. Lorsque la capacité des cellules souches à faire ce processus de réparation des tissus diminue suite à toute une série de facteurs. On peut revenir sur ça dans quelques instants. Une image que j'aime bien qui permet de voir un petit peu ce dont on parle ici d'une façon plus imagée. Si on prend notre capital santé comme étant un seau d'eau, chaque personne, suite aux facteurs qui sont à gauche, donc génétique, blessures passées, etc., va perdre donc ses cellules du tissu à un rythme plus ou moins
rapide, plus ou moins lent, ce qui va faire qu'on va maintenir notre santé de façon plus ou moins, on va être en santé d'une façon plus ou moins longue. Et là, ce qu'on découvre, en fait, c'est que c'est pas le seul critère. La perte cellulaire n'est pas le seul critère. Il y a aussi un autre aspect à tout ça, c'est qu'on peut remplir le seau, et c'est les cellules souches, donc, qui peuvent remplacer les cellules qui ont été perdues. Donc, notre capital santé n'est pas strictement une fonction de la rapidité avec laquelle on perd nos cellules, mais en fait un équilibre entre ce qu'on perd et ce qu'on gagne. Si c'est un équilibre, on maintient notre capital de santé. Si par contre on en met moins, eh bien, c'est là qu'un jour le saut passe à un niveau limite, si je peux dire. Le diabète n'est pas la perte de toutes les cellules qui font de l'insuline, c'est la perte de plus de 60% des cellules qui font de l'insuline. Le Parkinson n'est pas la perte de toutes les cellules qui font la dopamine, c'est la perte de plus de 75% des cellules qui font la dopamine. Donc il faut voir que le corps a quand même une sacrée capacité à se maintenir en dépit de la perte d'un type de cellule. Alors on parle vraiment d'une espèce d'un niveau comme ça, d'un seuil, et au-delà duquel on commence à développer une certaine symptomatologie. Et là on se dit, et si on pouvait mettre plus de cellules souches dans le système pour pouvoir mettre plus d'eau dans le seau et donc augmenter son capital de santé pour en fait réélever le niveau de l'eau. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui. On parle vraiment d'une médecine nouvelle, d'un bien-être, d'un aspect, d'une science de la santé nouvelle où pour la première fois, on ne parle pas simplement de maintenir les cellules existantes en diminuant la perte des cellules, ce dont on parle le plus aujourd'hui dans tout ce qui est le monde de la santé. On parle d'avoir un bon style de vie pour préserver nos cellules, d'avoir une alimentation antioxydante, de bien se reposer afin de préserver nos cellules. Et là, ce qu'on découvre, en fait, c'est qu'il y a tout un autre aspect à cette équation de la santé. Si on peut aussi augmenter ce processus naturel de réparation, encore une fois, par l'alimentation, par l'exercice qui aide à libérer les cellules souches, en diminuant le stress. On sait que le stress diminue la capacité des cellules souches à migrer vers les tissus et à se proliférer. La fumée de cigarette diminue aussi la capacité des cellules souches à migrer dans les tissus et à se proliférer aussi au niveau des poumons, par exemple. Des données qui viennent d'être publiées aussi racontent comment, par exemple, la méditation aide à libérer les cellules souches de la moelle osseuse. Donc, je pense plus on va découvrir que cet effet au niveau des cellules souches devient un élément fondamental au niveau de la santé. Donc, il faut aussi supporter cet aspect-là. On découvre qu'il y a un aspect de plus à la santé, c'est qu'on peut augmenter le capital de la santé. Où je vais en venir avec ça, c'est que si on se pose la question, et c'est un peu babette comme question, mais quelque part, c'est très profond, comment est-ce qu'on définit la santé dans nos sociétés contemporaines? Et si on y pense un peu, la santé est définie en fait par une absence de maladie. Si j'ai pas de maladie, je suis considéré comme étant un individu en santé. Pourtant, si on y pense bien, je pense que chacun qui se considère en santé, si on se pose la question en se disant « Mais est-ce que je suis dans la meilleure santé qu'il serait possible d'avoir ?» Et là, je pense qu'on peut tous commencer à se dire « Ben non, oui, je suis en santé, mais je pourrais quand même être plus en santé. » C'est de ça dont on parle. On parle de cette surface grise, si je peux dire, pas cette surface, mais entre la maladie et la santé optimale, il y a ce vaste champ, si je peux dire, que je dirais un territoire gris, où c'est pas la santé optimale, mais quand même, on fonctionne. On n'a pas l'énergie maximale, mais c'est une fatigue avec laquelle on peut quand même la manager. On a des petites douleurs à gauche, à droite. La concentration, c'est pas ce que c'était. On sait que ça pourrait être mieux. Petit mot de tête à gauche, à droite. La couleur des cheveux a changé. On n'arrive plus à courir notre kilomètre à la même vitesse qu'on le faisait avant. On est en santé, mais on sait qu'on pourrait être beaucoup mieux. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. On parle de réaugmenter notre capital de santé. Et c'est une question que je pose à chaque fois que je donne une conférence dans une salle où il y a des gens qui prennent le STEM et les produits donc de STEMtech, et je demande aujourd'hui, avec les gens qui prennent les produits, qui peut nous dire qu'aujourd'hui, à 40, 50, 60, 70 ans ou au-delà, vous êtes plus en santé qu'il y a 5, 10 ou 15 ans. Et la majorité des gens vont lever leurs mains. Il n'y a rien de miraculeux ici. C'est simplement qu'en redonnant au corps ce qui est en fait le processus naturel de réparation du corps, le corps peut reconstruire, si je peux dire, son capital santé. Alors devant tout ça, ayant découvert un petit peu tout ça, donc c'est un résumé, j'espère, qui n'était pas trop long sur tout le processus, mais avec tout ça, donc la question c'est, ayant découvert tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire
pour aider ce système-là. Et donc, ça a été notre champ d'étude. Commençons par qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à libérer les cellules souches de la moelle osseuse, parce que ça a été notre première découverte et c'est vraiment le facteur le plus important dans tout ce qui s'est fait comme recherche au niveau des cellules souches et le rôle naturel des cellules souches dans le corps, le nombre de cellules souches en circulation est l'élément capital. Et donc, on parle ici de Stem Enhance au départ et maintenant le nouveau produit SE2. Donc, si je passe en revue ce qu'on a au niveau de Stem Enhance, donc c'est quelque chose qui a été publié il y a quelques années dans la littérature scientifique. Ça a été une étude donc en double aveugle, une étude très forte et très bien faite. Et donc, ce qu'on a fait, si je résume en quelques mots, ça a été d'étudier l'effet donc de l'AFA, cette algue bleue, Aphanizomenon floss aquae, AFA, sur le nombre de cellules souches en circulation. Pendant longtemps, on ne voyait aucun effet. Et le jour, quand on a commencé à donner aux gens plus de 5 grammes, parce qu'il faut se mettre un peu dans le contexte, il y a une dizaine d'années, c'est la seule hypothèse qu'on avait pour exprimer l'effet varié d'AFA sur l'être humain. Donc, les gens rapportaient des bienfaits qui touchaient à peu près tous les systèmes du corps humain. Alors, comment ça se pouvait? Et en découvrant un peu le rôle naturel des cellules souches, la seule hypothèse qu'on avait, c'était que AFA probablement supporte comme ça la libération des cellules souches de la moelle osseuse. Pendant plusieurs mois, on ne voyait aucun effet. Donc, un jour, on s'est dit, donnons-en plus. Peut-être qu'il faut des bonnes doses. Et là, on a donc découvert que c'était le cas. On a identifié le composé actif, le mécanisme d'action. On a développé un concentré pour pouvoir bien expliquer scientifiquement comment le produit fonctionne, et aussi pour pouvoir développer un produit où on n'a plus besoin comme ça de prendre 10 capsules pour une dose, mais on peut ramener ça à 2 capsules. Et c'est le Stem Enhance. Une fois qu'on a développé cet extrait, ce concentré, 1 gramme nous donnait les mêmes résultats, ce qui équivaut à peu près à 3 à 4 millions de cellules souches nouvelles en circulation dans le sang. Quand on cherchait le composé actif, on a étudié les protéines, les corps gras, les pigments, les polysaccharides. Et quand on a étudié les polysaccharides précisément, ce qu'on a vu était une réponse complètement différente, qui était un vrai casse-tête pendant au moins une année, jusqu'au jour où on découvre en fait, après avoir découvert le composé actif qui nous donne la libération, on a découvert que AFA contient 2 composés qui supportent comme ça différentes fonctions des cellules souches. Le polysaccharide supporte la migration des cellules souches vers les tissus, donc qui se quantifie par la disparition des cellules souches en circulation, assez subite quand même. Après une quinzaine de minutes, on peut commencer à voir la disparition. Mais il y a peu de documentation de cet effet migratoire, si je peux dire, des cellules souches du sang vers les tissus. Il y a peu de documentation de ce phénomène-là dans la littérature scientifique, donc il y a à peu près rien qu'on puisse y dire, sinon de se dire que si les cellules souches sont à un moment donné dans le sang et qu'elles migrent dans un tissu pour devenir des cellules du tissu en question, il faut bien qu'elles migrent du sang au tissu. Donc c'est évidemment un passage, une étape fondamentale et nécessaire à tout le processus. Donc si on peut aider cet aspect-là, c'est évident que c'est logique d'inclure cet aspect-là. Donc le Stem Enhance est devenu un mélange de ces 2 concentrés de l'AFA, le bloqueur d'L-sélectine et le polysaccharide. Donc, une fois qu'on a développé le Stem Enhance et qu'on a développé aussi les méthodes pour quantifier le nombre des cellules souches, il n'y a rien de bien, les méthodes pour quantifier les cellules souches, c'est quelque chose qui est présent dans la science. On n'a rien développé à ce niveau-là. Il y a plusieurs endroits où on a les appareils pour pouvoir quantifier comme ça le nombre de cellules souches. Ce qu'on a développé, c'est une méthode en fait pour quantifier de façon statistiquement importante des modifications assez faibles au niveau des cellules souches. C'est ça qui, dans la science traditionnelle, en temps normal, n'a pas d'intérêt. Au niveau des traitements, au niveau des cellules souches, ce qu'on veut faire, c'est des libérations massives pendant 2-3 jours, et on voit l'effet de ça 3 à 4 mois après. Des petites augmentations qu'on peut faire comme ça à tous les jours, pendant de longues périodes de temps, c'est pas quelque chose qui s'est vu avant en science. Donc, personne n'avait ces méthodes pour vraiment quantifier des augmentations très faibles. C'est ça vraiment qu'on a développé. Sur la base de ça, on s'est dit donc, à l'inverse, quels sont les autres composés dans la nature connus pour être reliés comme ça, associés à une grande variété de bienfaits, comme l'AFA. Et peut-être que ces composés fonctionnent à travers un effet au niveau des cellules souches. Plusieurs de ces composés sont souvent documentés pour avoir un effet sur le système immunitaire. On parle des champignons, par exemple, médicinaux. On parle du fucoïdane, on parle des bêtes-goji. Plein de composés comme ça sont tous documentés pour avoir un effet sur le système immunitaire. Notre question, c'était, est-ce qu'il n'y a pas un effet encore plus fondamental
parce que le système immunitaire ne touche pas comme ça à la régénération de tous les tissus. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un effet en fait encore plus fondamental au niveau des cellules souches? Et là, on a découvert deux composés hyper intéressants. Ah, pardon, l'effet du système NN sur les tissus. Donc, c'est une étude qui a été publiée il y a environ une année. On a simplement voulu prouver qu'effectivement, la prise du système NN allait effectivement augmenter le nombre des cellules souches de façon à vraiment supporter la réparation réelle des tissus. Donc, c'est une étude qui s'est faite chez les animaux où on injecte des cellules souches fluorescentes, on crée une blessure au muscle et on voit donc, en donnant à des souris le système NN, on voit le processus de réparation. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que déjà, dans les animaux contrôle, où il n'y a aucune stimulation, on peut déjà voir une réparation des tissus qui est quand même assez importante. Par contre, avec le système NNS, on peut voir qu'il y a une réparation des tissus beaucoup plus importante. Donc, la conclusion très simple, plus de cellules souches au niveau de la circulation, provoquées par le système NNS, effectivement entraîne une réparation des tissus beaucoup plus grande. Et pour montrer que c'est vraiment bien physiologique, tout ça, on a regardé l'autre patte, l'autre muscle de la patte où il n'y avait pas de dommages, je peux dire, aux muscles. Et s'il n'y a pas de dommages, donc on devrait avoir très très peu de migration de cellules souches, et c'est exactement ce qu'on a vu. Donc c'est vraiment une étude qui a prouvé comme ça les trois piliers de tout le concept, c'est-à-dire c'est naturel, on le voit au niveau du contrôle, on a une réparation beaucoup plus importante lorsqu'on met plus de cellules souches en circulation avec le système NNS, et c'est un phénomène qui est directionnel lorsqu'il y a des blessures, c'est-à-dire que les cellules souches vont migrer là où on en a besoin. Donc on s'est ensuite posé la question, quelles sont ces autres plantes regardons chez ces autres plantes associées à une grande variété de bienfaits, si elles n'ont pas aussi un effet au niveau des cellules souches. Et là, on a découvert deux plantes. La première, qui est une algue marine, une algue brune, qui s'appelle Undaria pinnatifida. Les algues brunes, plusieurs d'entre elles contiennent un polysaccharide bien connu qui s'appelle le fucoïdan, qui est une molécule très très grosse à base essentiellement de fucose. Fucose est autre chose, mais sa caractéristique, c'est à base de fucose, d'où le nom fucoïdan. Et chaque algue brune a son propre fucoïdan. Où j'en viens avec ça, c'est que le fucoïdan est bien connu pour ses effets sur le système immunitaire, aussi sur l'inflammation, mais l'effet de chaque fucoïdan va être différent. Certains sont antivirales, d'autres ont un effet sur les macrophages, d'autres ont un effet sur les cellules tueuses, d'autres ont un effet surtout sur les neutrophiles, donc qui se retrouvent à être anti-inflammatoires. Ils sont tous un peu différents. Celui de Undaria pinnatifida spécifiquement, on a donc documenté avoir un effet au niveau de la libération des cellules souches. Et là, l'effet est intéressant. Ici, on voit l'effet du système NNS. On a parlé au fil des années que l'effet du système NNS était d'augmenter le nombre des cellules souches dans le sang, et notre façon de rapporter les données était une augmentation d'à peu près 25 à 30% après une heure. Parce que on mesurait comme ça après une heure, donc on a rapporté les données telles qu'elles étaient. Mais il faut comprendre que si on veut être plus précis, si on prend par exemple une salle dans laquelle les gens viennent et les gens peuvent sortir, donc il y a deux portes, les gens rentrent et les gens sortent, et après une heure, on ferme les portes, et là on compte le nombre de personnes dans la salle, et on dit, après une heure, il y avait par exemple 100 personnes. Mais est-ce qu'il y a eu simplement 100 personnes qui sont passées dans la salle au fil des 3 ou 4 heures où on a observé le processus? Pas du tout. Il y a eu beaucoup plus de personnes. C'est juste qu'à un moment donné, quand on a compté, il y en avait 100. Alors, c'est ce qu'on fait ici. Les cellules sont libérées, les cellules souches sont libérées de la moelle osseuse, circulent, rentrent dans des tissus, et là, après une heure, on les quantifie. Mais il faut comprendre qu'une meilleure estimation du nombre total des cellules souches libérées, c'est de regarder non pas le nombre à un moment particulier, mais la surface sous la courbe. C'est ça qui nous donne vraiment une estimation beaucoup plus directe, si je peux dire, du nombre total de cellules souches, de l'effet total du système NNS. Je parle de ça parce que ce qu'on a vu avec le fucoïdan a été un effet maximal moins grand, donc moins important. Donc, à prime abord, on se dirait l'effet est moins important qu'avec le système NNS. Par contre, 3 heures après, l'effet est toujours soutenu. Donc, quand on regarde la surface sous la courbe qu'on limite à 3 heures, on est en train d'étudier maintenant jusqu'à quand ça se continue ça. Si ça va jusqu'à 6 heures, il faut voir que ça va être encore plus grand. Mais déjà, les estimations qu'on peut faire avec ce qu'on a maintenant, c'est un effet à peu près
de 50% plus grand. Il ne faut pas prendre le 50% ici comme étant un chiffre qui vient des études, parce qu'on est en train de refaire les études pour vraiment identifier précisément, donner statistiquement les résultats ici de ce qu'on peut dire. Mais avec les données qu'on a, je vous donne un peu un ordre de grandeur sur les effets. Donc on revient sur ça un petit peu plus tard. L'autre plante nous vient de la médecine traditionnelle chinoise. Et là, c'est un concept vraiment hyper intéressant. C'est une collègue qui est allée jusqu'à apprendre l'ancien chinois très antique, pour aller étudier les livres antiques en médecine chinoise, parce que ce qu'on appelle aujourd'hui médecine traditionnelle chinoise vient en fait d'un livre majeur, le plus important, qui lui est une collection de d'autres livres qui existaient avant. Mais étant un résumé de ces différents livres, l'idée c'était d'aller voir dans les textes anciens, de se dire, mais ce qu'on retrouvait dans les textes anciens, est-ce que ça a vraiment été bien traduit et bien rapporté dans ce compendium, si je peux dire, de tous ces textes anciens? Et la réponse c'est que oui, en fait, c'est un bon travail, mais il y a eu des pertes au niveau de ces résumés ou de ces traductions. Et un des éléments principaux, c'est ce qu'on dit au niveau du Jing. Aujourd'hui, le Jing se traduit comme étant une essence, à tel point que dans la langue traditionnelle, on parle même de la semence ou du sperme qui serait le Jing. Mais dans la médecine traditionnelle chinoise antique, le Jing référait plus à une espèce d'essence vitale. Et il y en avait deux. Il y avait le Jing primordial et le Jing postnatal. Le Jing primordial était là au moment de la conception et présidait au développement du fœtus, alors que le Jing postnatal était là pendant la durée de la vie d'un individu et aidait comme ça à la réparation des tissus. Il aidait aussi à fortifier le sang. Donc quand on regarde ce qu'on pouvait dire au niveau des cellules au niveau du Jing, c'est exactement la même chose qu'on a au niveau des cellules souches embryonnaires et au niveau des cellules souches adultes. Donc cellules souches embryonnaires nous donnent le développement du fœtus jusqu'à la naissance et les cellules souches adultes nous donnent guérison et formation du sang à travers la formation donc des cellules rouges, globules blancs et plaquettes. Donc des définitions presque identiques. Donc la conclusion de tout ça, je saute tous les détails, mais c'est de voir que le Jing référait aux cellules souches. Donc la question qu'on s'est posée, c'est les plantes connues aujourd'hui en médecine traditionnelle chinoise qui supportent le Jing, si on va les étudier, est-ce qu'elles ne se trouvent pas aussi à supporter la libération des cellules souches? Et la principale qu'on a étudiée, qui s'appelle le Foti, Eshuwu, ou son nom scientifique, le Polygonum multiflorum, qui est en fait la plante principale pour supporter le Jing, on l'a étudiée, effectivement, elle supporte la libération des cellules souches amolleuses. Un effet moindre que le Stemmenens et le Fucoidan, mais quand même très intéressant. Ce qui nous amène, quand on mélange ces trois composés, on a un effet qui a une magnitude plus grande qu'avec les deux composés séparés ou les trois composés séparés, mais ce qui est hyper intéressant ici, c'est que la durée du phénomène est telle que ça nous donne un effet beaucoup, en fait, de loin supérieur. Et c'est ce qu'on a donc avec SE2. Tout ce que SE2 est comparé à ce qu'on avait avec le Stemmenens, c'est qu'on a amalgamé comme ça d'autres plantes naturelles, d'autres composés dont on a pu démontrer leur effet au niveau de la libération des cellules souches, et on a donc une synergie au niveau du SE2 qui nous donne une réponse plus forte et qui dure plus longtemps au niveau des cellules souches, en plus des effets connus du fucoïdan sur le système immunitaire, sur les processus d'inflammation, et on a aussi, je ne rentrerai pas dans le détail ici, mais on a aussi vu à travers des études qu'on a faites, mais c'est des découvertes qui sont faites de façon très, comment dire, par chance, quoi, mais combien de choses sont découvertes de cette façon-là, quand par hasard, en fait, enfin, il y avait un peu comment dire, on avait quand même réfléchi la chose, mais on ne s'attendait pas à voir quand même ces résultats-là. Quand on a ajouté du cordyceps à ce mélange-là, on a vu aussi donc le cordyceps qui est une espèce de champignon bien connu historiquement pour ses effets sur la santé, sur le système immunitaire. Quand on a mélangé le cordyceps quand on a mélangé le cordyceps à tout ce mélange de plantes, on a vu quand même une synergie vraiment intéressante entre tout ça. Donc c'est ça qui est le SE2. Quand on revient donc à nos concepts de base ici, pour supporter les cellules souches, l'autre aspect c'est la circulation. Lorsqu'on les a libérées, il faut les aider à circuler. Donc je vois le temps ici qui passe, donc je vais passer sur ça un peu rapidement. Le stem flow, le concept sur le stem flow, c'est le sang qui livre les cellules souches au niveau des tissus. Donc si on a une mauvaise circulation sanguine, ça veut dire qu'on a une distribution des cellules souches qui est affectée. Donc la grande question c'est qu'est-ce qui peut diminuer la circulation du sang?
et qu'est-ce qu'on peut y faire. Et dans tout ça, l'élément principal, c'est de voir que si on a ici un schéma qui nous donne un résumé donc de la circulation sanguine, ça passe du cœur, ça va vers les artères, les artérioles, les capillaires, ensuite ça revient au niveau des veines, poumons, cœur, et donc on a toute cette circulation. Il faut voir que le seul endroit où les cellules souches, comme cellules immunitaires, les cellules en général, peuvent quitter le sang pour s'en aller vers les tissus, c'est dans une région qui s'appelle les vénules post-capillaires. C'est une région particulière, je ne rentrerai pas dans la physiologie de la chose, mais c'est là que les cellules souches peuvent migrer. Donc la grande question, c'est qu'est-ce qui pourrait empêcher les cellules souches d'atteindre cette région? Et ce sont, encore une fois, d'une façon générale, je saute tous les détails ici, la formation de mailles de fibrine. C'est des données qui ont été découvertes dans les années 90 qui s'appellent la coagulopathie oxydative. C'est la formation de mailles de fibrine. On ne parle pas de coagulation, de caillots de sang, rien de tragique ici. On parle de quelque chose qui est présent chez presque tous les individus, la formation de mailles de fibrine dans le sang due à un stress oxydatif qui peut aller comme ça bloquer l'entrée des capillaires. Pas un blocage total, mais c'est un peu comme un filtre, quoi, qui se met devant comme ça l'entrée des capillaires et qui empêche les cellules de passer. Donc on a toujours la livraison de nutriments, d'oxygène, etc., mais on prive le tissu irrigué par ces capillaires, on le prive du processus naturel de réparation des tissus. Donc ce qu'on a fait avec StemFlow, tout simplement, ce sont des enzymes fibrinolytiques, donc qui digèrent la fibrine. Il faut prendre le produit entre les repas pour que la capsule, en fait, passe l'estomac et s'en aille au niveau des intestins, et lorsqu'elle s'ouvre au niveau des intestins, les enzymes vont être prises intactes dans le sang pour aller digérer la fibrine dans le sang, et on a des antioxydants naturels pour empêcher la formation d'autres fibrines, et tant qu'on y est, on a ajouté des composés qui supportent comme ça la circulation sanguine en supportant l'intégrité des capillaires, et aussi d'autres composés qui aident à purifier le sang. Et finalement, on a un autre produit, donc encore une fois, je vais être très rapide sur ça, le Dermastem. Le concept derrière le Dermastem, c'était de renouveler la structure de la peau afin d'améliorer la rétention d'eau, qui, elle, va redonner une élasticité au tissu, dont la conséquence sera d'éliminer les rides et de donner une apparence de jeunesse. Je dis ça parce que le concept général derrière tout ce qui est crème de la peau, et là je dois prendre quelques minutes pour expliquer ça parce que c'est hyper important pour comprendre pourquoi on a fait ce Dermastem de la façon dont on l'a fait. Tous les crèmes de la peau, c'est toujours un extrait aqueux, une espèce de thé, si je peux dire, un thé de plante, qu'on mélange avec des huiles, et on sait très bien que quand on mélange de l'huile avec de l'eau, ça ne se mélange pas. Donc il faut utiliser des émulsifiants, qui sont le plus souvent des composés chimiques, qui peuvent, ou enfin pas naturels, qui peuvent diluer et l'eau et les corps gras, et ça permet donc de mélanger l'eau et les huiles et nous donner comme ça une émulsion, je crois qu'on dit en français. Emulsion. Ouais, je pense qu'on dit une émulsion. Sinon, je pense que vous allez comprendre. Et donc, il faut comprendre que ces émulsifiants, ou ces agents d'émulsification, émulsificateurs, je ne sais pas, ces agents d'émulsion chimiques, comme ils peuvent se diluer et dans l'eau et dans les corps gras, quand on se les met sur la figure au début du jour, le soir, quand on se nettoie le visage, on s'enlève en fait les huiles de la peau. Et là, la peau se met à évaporer beaucoup plus. Le lendemain, il faut remettre des crèmes hydratantes pour se réhydrater la peau. Bien garder à l'esprit qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on scelle la peau pour prévenir la perte d'eau durant la journée. Il n'y a pas assez d'eau dans un petit morceau de crème hydratante pour redonner à la peau les 80% d'eau qui constituent la peau. Donc, on rentre comme ça dans un cercle vicieux. Les gens ont bien été entraînés à toute cette utilisation de crème et on ne se rend pas compte qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se dessèche la peau et qu'on se scelle la peau pour empêcher les échanges d'eau avec l'environnement, ce qui est vraiment la façon naturelle d'hydrater la peau. Donc, une fois qu'on sait tout ça, ce qu'on s'est dit, et aussi on utilise donc pour conserver ces crèmes, on utilise des agents de préservation, encore une fois chimiques, qui sont souvent très toxiques pour la peau. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est avoir un composé complètement naturel qui, non pas scelle la peau, mais vraiment restructure la peau de l'intérieur, tel que la nature, en fait, le voulait. Donc, ce qu'on a avec Dermastem, ce sont des plantes qui vont aller utiliser
les cellules souches, donc stimuler les cellules souches de la peau. Ce qu'on voulait, c'est vraiment restructurer la peau de l'intérieur, parce que tous les composés qui sont connus pour être bons sur la peau, souvent on parle de leur effet sur le collagène, sur l'élastine, sur différents composés de la peau, mais ce qu'on oublie, c'est que les composés qui sont vraiment à la base de ça, pas les composés, le phénomène à la base de ça, ce sont les kératinocytes qui font ces composés dans la peau. D'où nous viennent les kératinocytes? Ils viennent des cellules souches de la peau. Donc tout part au niveau des cellules souches de la peau. Donc la grande question, c'était quels sont les composés connus pour avoir un effet sur la santé, souvent documentés pour leur effet sur le collagène, l'élastine ou d'autres éléments de la peau. Quels sont ces composés qui en fait ont un effet à un niveau beaucoup plus fondamental au niveau de la prolifération des cellules souches de la peau? C'était la grande question. Je reviens sur ça dans quelques instants. On a aussi intégré d'autres éléments, d'autres ingrédients régénératifs. Je fais un survol très rapide ici. On a mis ça dans un composé complètement naturel, et quand on y est, on sait que c'est important d'avoir des antioxydants pour la peau. On a utilisé des antioxydants puissants et naturels, et quand on y est, on a aussi ajouté des écrans solaires naturels. Donc, un petit peu dans le détail, ce qu'on a au niveau des cellules souches, en fait, pour aider les cellules souches, on a des cytokines, ce qui est bien connu, pas trop en Amérique, mais surtout en Europe. On sait par exemple comment les placentas sont c'est un produit très important ou très intéressant au niveau de la peau. Historiquement, après un accouchement, si on prend un placenta et on se le met dans le visage, ça nous donne presque un facelift comme ça dans l'espace d'une semaine ou deux. Les composés actifs, il y a même des extraits de placenta de mouton qui se vendent par exemple en Suisse, si je pense bien, si je sais bien. Mais donc en Europe, ça se vend. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié les composés actifs justement au niveau du placenta, et c'est une série de facteurs de croissance. Les facteurs de croissance épithéliale, les facteurs de croissance des fibroblastes, des kératinocytes, etc. Donc on a pris ces composés, ils sont reconstitués par biotechnologie, et on les a donc nano-encapsulés. Donc c'est mis dans des nanocapsules, des capsules microscopiques en fait, qui permettent donc à ces composés de se maintenir au niveau du sérum lui-même, et quand on les met dans la peau, de ne pas être désintégrés au contact de la peau, ce qui en temps normal se ferait, et lorsque les capsules se dissolvent dans la peau, elles vont libérer comme ça les cytokines au niveau de la peau. Et on a ces différents composés qu'on a étudiés pour les effets au niveau des cellules souches de la peau. Et on a découvert que l'AFA, par exemple, avait des effets très importants. L'aloe vera, un autre fucoïdan d'une autre algue brune, une plante qui s'appelle, je ne sais pas comment dire en français, c'est du Centipeda coningami, c'est le nom scientifique. Donc ces extraits ont un effet très important qui augmente à peu près de 80 à 100% la prolifération des cellules souches. Et là, d'autres composés, lorsqu'ils sont mélangés à ces quatre plantes-là, on parle ici du cacao, de la vanille, du colostrum, on a aussi les baies de maquis, mélangés à tous ces autres composés, et là on a une augmentation quand même assez importante de la prolifération des cellules souches. Mélangés aux cytokines, on a un effet d'à peu près de 230% de l'augmentation comme ça de la prolifération des cellules souches de la peau. Donc un effet quand même assez significatif. Au niveau de la restructuration de la peau, au niveau des éléments de régénération, très brièvement, tout le monde sait qu'on a l'acide hyaluronique dans la peau. Cet acide hyaluronique, ce qui est très intéressant, c'est que la différence entre une peau vieille et une peau jeune, c'est que chez la peau jeune, l'acide hyaluronique, comme ça, est rempli de branches, de ramifications. Et ces ramifications dans la peau jeune nous donnent cette conséquence que l'acide hyaluronique peut aller chercher comme ça jusqu'à 1000 fois son poids en eau. Si on prend une peau jeune, un enfant par exemple qui va au soleil comme ça pendant une semaine ou deux, et une personne plus âgée qui va au soleil pendant une semaine ou deux, on voit l'effet très différent comme ça au niveau de l'hydratation de la peau. C'est que chez l'enfant, ayant une acide hyaluronique très ramifiée, ça permet comme ça, on peut prendre une analogie d'une branche de pin remplie d'aiguilles de pin, une branche de pain sans aiguilles de pin, on met ça dans l'eau, et l'aiguille de pin, celle qui est remplie d'aiguilles de pin, effectivement, va retenir beaucoup plus d'eau. C'est la même chose. Cette peau remplie d'acide hyaluronique est capable d'aller chercher, même dans un environnement sec, aller chercher l'eau, l'humidité de l'atmosphère et l'incorporer à la peau. Et c'est ça la méthode naturelle pour hydrater la peau. Donc une peau vieille perd cette habilité, et aussi la jonction entre le derme et l'épiderme
Et tout ceci se fait avec l'acide hyaluronique. Donc, quand on perd cette intégrité au niveau de l'acide hyaluronique, on a donc déshydratation de la peau et séparation du derme et de l'épiderme, qui fait donc que la peau se sépare et ce qui donne, d'un point de vue microscopique, la formation des rides. Donc, on a donc identifié ces branches, ces ramifications, et on a pu développer par méthode de fermentation, développer simplement les ramifications. Et ce qu'on a découvert, c'est que quand on applique ces ramifications sur la peau, et non pas l'acide hyaluronique elle-même, mais les ramifications, ça permet à la peau, à travers cette prolifération des cellules souches qui se transforment en kératinocytes, ça permet aux kératinocytes de la peau de faire son propre acide hyaluronique. Ce qui donne donc un effet mais vraiment percutant au niveau de la peau. Et on va voir ça dans quelques instants. Donc, ok, je vais passer ici rapidement à cause du temps. Le dermastème est complètement fait à base de composés complètement naturels. Donc, l'huile de noix de coco, l'huile de beurre de karité, l'huile de cacao, et tous les extraits sont faits, en fait, non pas dans de l'eau, mais dans du jus de mamakou noir, du jus d'aloe vera, des différentes baies, baies de maquis. Il y a à peu près 12 différentes baies comme ça dans le produit, et c'est ça la base du produit. Les extraits sont faits, c'est-à-dire l'émulsification est faite avec des dérivés de l'huile d'olive, je ne sais pas comment on dit en français, du kiaha et aussi de la lécithine de soya. Au niveau des agents de préservation, on a des extraits de fleurs, des extraits de pépins d'orange amère et un processus d'ultrasons, si je peux dire, qui inactive la croissance bactérienne. Donc, même le processus ici de préservation du dermastème est entièrement naturel, aucun composé chimique. On y a rajouté des antioxydants qui sont donc des différentes baies. On parlait des jus qu'on avait tout à l'heure, les jus de baies. On a du comment on dit en français? Pomégranate, non, j'ai oublié. Pomégranate. De la grenade, je crois. On a de amla, qui est une baie qui nous vient des Indes. On a aussi des dérivés de l'olive, donc des composés antioxydants très puissants. Et au niveau des crans solaires, on a du samambaya, qui est une fougère qui nous vient des forêts d'Amérique du Sud. On a des extraits de soya, le ginestine, et on a aussi des extraits de thé vert, des composants, encore une fois, bien connus pour protection solaire. C'est pas énorme, hein, c'est pas une protection, par exemple, qui va de 30, 40 ou 60. C'est peut-être de 3, 5, 8 maximum, mais c'est quand même juste assez pour dire que quand on va au boulot, qu'on conduit dans la voiture, comme ça nous donne d'une façon naturelle, comme ça, une certaine protection au niveau des écrans solaires. Mais rappelons-nous donc de comment on a démarré. On voulait restructurer la peau pour augmenter la rétention d'eau, augmenter l'élasticité, qui par conséquent nous donnerait donc une apparence plus jeune avec moins de rides. Et voilà ce qu'on a. Ici, on a donc ce qu'on a voulu faire, donc on est allé en laboratoire, donc c'est une étude réelle en laboratoire, étude clinique, où on a mesuré l'hydratation de la peau, on a mesuré avec des appareils scientifiques l'élasticité de la peau, et à travers des photographies, on a fait la topographie de la peau et mesuré donc l'air couverte sur la peau par les crevasses de la peau, et c'est ça qui a été quantifié d'une façon statistique et scientifique, et voilà ce qu'on a découvert. Donc ici, simplement d'un point de vue empirique, c'est une employée qu'on a ici en Californie, et on peut voir effectivement l'effet, et ça c'est simplement en 14 jours. Maintenant, de façon documentée, on a donc une rétention de l'humidité de la peau environ de 30% en simplement 14 jours. On a une augmentation de l'élasticité, 8% en 14 jours, 10% en 28 jours, et une diminution des rides qui est déjà significative après 7 jours, mais qui atteint 25% après 30 jours. Et là, on peut voir comme ça, si on regarde bien, déjà même les couleurs sous les yeux qui sont changées en 7 jours. Chez une femme, ici, on peut voir au niveau des yeux, l'élimination des colorations, et on peut voir aussi au niveau de la coloration et des rides quand même de façon importante au niveau des... Voilà. Pardon, pour bien le voir. Et la conclusion au niveau de cette étude, et c'est ce qu'on trouve au niveau du rapport scientifique, on parle donc d'une réduction dramatique des paramètres du Visuscan, qui est justement cette topographie de la peau. Et je mentionne simplement ça parce qu'on parle ici d'un rapport vraiment objectif par un laboratoire qui fait ces études de façon constante, mais qui voulait quand même vraiment bien souligner que les résultats qu'on a ici, c'est vraiment quelque chose qui est au-delà de la normale. Vous allez trouver sur Internet des statistiques beaucoup plus élevées, mais il faut voir que c'est souvent des statistiques manipulées, c'est souvent des statistiques qui nous viennent de sondages, où on demande par exemple aux utilisateurs, est-ce que vous ne trouvez pas que votre peau, par exemple, après un mois, paraît beaucoup plus jeune? Alors qui va aller dire non,
j'ai l'impression que ma peau paraît plus vieille. Évidemment, on tente à avoir des résultats qui sont exagérément positifs. Ce qu'on a ici, c'est vraiment des données de laboratoire. Donc voilà donc ce qu'on a au niveau du dermastème, des effets en 7 jours, moins de 25% de rides en un mois, 30% de plus d'hydratation et 10% de plus d'élasticité en 28 jours. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. J'ai pris plus de temps que ce que je voulais faire. J'espère que ça a quand même que ça n'a pas été trop long et que ça a répondu aux questions que plusieurs d'entre vous avaient. Et je pense que ça va être enregistré et donc il y aura accès à ça. Donc Fabien ou René, je vous redonne le micro. Encore une fois, merci. C'est toujours un grand plaisir d'être